la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle « La philosophie du quotidien » consacré cette saison à la croyance, Thierry Ripoli démontre que nos croyances sont le produit naturel de l'activité cérébrale. Bonjour et bienvenue à cet avant-dernier épisode de notre série, de notre exploration de la notion de croyance. Le mois dernier, nous avons reçu une philosophe et un sociologue, et aujourd'hui, nous recevons un psychologue en la personne de Thierry Ripoli, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de psychologie cognitive à l'université d'Aix-Marseille et membre du laboratoire de psychologie cognitive, qui est une unité mixte CNRS Université Aix-Marseille. Peut-être que vous pouvez nous dire en quelques mots rapidement ce qu'est la psychologie cognitive pour... Ouais. Oui, la psychologie cognitive, c'est une partie de la psychologie qui s'intéresse aux fonctions cognitives, donc pêle-mêle, la mémoire, l'apprentissage, le langage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception, l'attention visuelle, auditive, etc. D'accord. Donc dans cette veine, si je puis dire, vous avez publié « De l'esprit au cerveau » chez l'éditeur Sciences Humaines en 2018. « Pourquoi croit-on ?» donc Psychologie des croyances, chez Sciences Humaines également en 2020. Et puis deux derniers ouvrages. Le premier est « Pourquoi détruit-on la planète ? Le cerveau d'Homo sapiens est-il capable de préserver la Terre ?» chez Le Bord de l'eau, en 2022. Puis « Pourquoi je prends ma douche 3 minutes de trop ? 14 obstacles au sauvetage de la planète et la solution pour les surmonter ?» Ça, c'est le 2023. Alors, je vais laisser planer le mystère autour notamment de ce dernier livre, mais je pense, si vous le permettez, que nous y reviendrons après la conférence qui va suivre. Alors, le titre de cette conférence est « Pourquoi la croyance est quasi universelle ?» C'est à vous. Ok, bien, bonjour à tous. Ravi d'être ici. Alors, je sais que j'ai 1 heure et j'ai beaucoup de choses à dire, donc on peut déborder un peu, mais pas beaucoup. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'appelle les croyances infondées. Ça peut paraître un pléonasme de dire une croyance infondée, mais non. Parce que le mot croyance est très polysémique. Si vous dites « je crois que dehors il fait pas très beau », ça n'a pas du tout la même portée que si vous dites « je crois qu'une fois mort, je continuerai de vivre ». Et pourtant, c'est le même mot qu'on utilise, mais avec un sens très différent. C'est pour ça que je précise et que je parle de croyance infondée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une croyance infondée ? C'est quand il y a un décalage qui est évident, incontestable, entre la conviction que vous avez, la foi que vous avez en quelque chose, alors même qu'on ne dispose ni de données empiriques, ni d'arguments théoriques pour le soutenir. Et ça, c'est une spécificité humaine. Il n'y a que les humains pour faire ça, c'est-à-dire à donner un niveau de croyance très très grand, alors même que rien ne peut justifier totalement cette croyance. Donc c'est ces croyances-là qui m'intéressent, et elles m'intéressent pour 2 raisons. La première, autant mettre les cartes sur table, au moins vous savez d'où je parle. La première, c'est que je suis un sceptique, je dirais, radical, et que, étant sceptique radical, la croyance m'a toujours étonné, et donc j'ai fait cet effort de comprendre pourquoi les humains croyaient. Et puis l'autre raison qui me conduit à m'intéresser à la croyance, c'est que la croyance peut-être, pas toujours, mais dans certains cas, dangereuse parce qu'elle peut se substituer à toute forme d'esprit critique. Alors je voudrais illustrer ce premier point purement empirique par un résultat que je trouve assez amusant. Évidemment, c'est un résultat qui aujourd'hui peut avoir un écho particulier dans le courant, on va dire, malheureusement antisémite que l'on observe, mais je l'ai fait parce que c'était comme ça, c'était une recherche que je connaissais depuis longtemps et je trouvais intéressant de l'indiquer. Donc c'est une recherche d'un psychologue qui s'appelle Tamarin, qui est un psychologue israélien. Et ce psychologue fait une petite enquête auprès d'enfants, donc ayant reçu la culture juive en Israël, et leur demande d'évaluer la moralité, on va dire, d'un épisode tragique de l'Ancien Testament, qui est la destruction de la ville de Jéricho, qui s'apparente quelque part à une forme de génocide. Et
les enfants répondent, vous le voyez ici, pour 74% d'entre eux, que oui, c'est une bonne chose, que ça a été une bonne chose, que c'est la destruction de la ville de Jéricho. Et il y a seulement 26% des enfants qui désapprouvent quelque chose qui, avec les yeux contemporains, nous conduirait à juger très négatif. Mais ensuite, ce qu'a fait Tamarin, c'est qu'il a pris la même population d'enfants, pas les mêmes enfants, mais issus de la même population, et il leur a demandé d'évaluer un événement absolument analogue, mais qui se serait passé en Chine, qui met en jeu les mêmes arguments, la même issue, le même tragédie, et il demande de nouveau à ses enfants d'évaluer cet événement. Et là, on a un renversement total de jugement, 25% approuvent et 75% désapprouvent. Alors bien sûr, ce résultat, on peut l'étendre à n'importe quelle religion. J'ai pris ce résultat parce qu'il est connu, mais c'est probablement vrai de n'importe quelle religion. Et vous voyez très clairement ici à quel point une croyance religieuse très très forte peut conduire quelque part à porter un jugement éthique qui est contraire avec son positionnement. On voit à quel point la variabilité est grande selon le contexte religieux. Donc voilà, pour le caractère potentiellement dangereux, mais je ne suis pas non plus un anti-religieux, loin de là. Je précise que parfois ça peut poser problème. Alors maintenant, venons-en aux croyances de manière très générale. D'une certaine manière, on peut dire que les croyances, c'est comme un effet secondaire de la puissance cognitive du système humain. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand vous avez un médicament, il a une vocation, par exemple un antalgique, mais souvent ce médicament a des propriétés secondaires qui ne sont pas toujours très désirables, mais qui sont associées à la substance active. Eh bien, les humains ont développé une intelligence tout à fait remarquable, et une des conséquences de cette intelligence, c'est leur capacité de croire, qui est proprement humain. On ne retrouve rien d'équivalent chez les autres espèces animales. De ce fait-là, nous avons une capacité tout à fait incroyable, et je dirais même une propension irrésistible, à produire des fictions. Dès lors que vous êtes confronté à une situation qui semble inintelligible, vous ne pouvez pas vous empêcher d'essayer de la rendre intelligible. Et pour la rendre intelligible, vous allez produire une fiction. Et les enfants le font très bien. Si vous prenez un enfant par une belle nuit étoilée, vous lui montrez le ciel, rapidement il va vous dire « mais d'où ça vient tout ça ? C'est normal, on ne peut pas faire autrement, notre cerveau est conçu comme ça. » Et puis, il y a un autre élément qui est aussi propre aux humains, c'est ce que j'appelle l'obsession du monde caché, c'est-à-dire l'idée, mais très répandue en fait, présente chez tout humain, que le monde ne s'arrête pas au monde. C'est-à-dire qu'il y a une réalité derrière le monde, ce qui est très platonicien, il y a le monde tel qu'on le perçoit facilement, mais au-delà de ce que l'on perçoit, il y a une autre réalité qui est cachée. Et cette réalité cachée, elle est au fondement finalement de la spéculation humaine, mais aussi du travail des scientifiques, parce que les scientifiques vont eux aussi essayer de découvrir ce qu'il y a derrière les apparences. Simplement, la différence entre un croyant et un scientifique, par exemple, ou même entre un croyant et un philosophe, c'est que le niveau d'exigence qu'on va avoir pour valider une hypothèse ou valider une croyance n'est pas du tout le même quand on est un croyant et quand on est un scientifique. Voilà ce que je voulais dire sur les caractéristiques fondamentales du psychisme humain qui nous conduisent naturellement à croire. Alors, l'étude que l'on a faite, donc je parle des psychologues, mais aussi des neuroscientifiques, montre ce résultat tout à fait étonnant, c'est que derrière la pluralité des croyances, les humains sont très très riches en termes de croyances, en fait il y a des processus cognitifs absolument similaires ou identiques. Et c'est ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Et je vais commencer par une dichotomie très classique en psychologie cognitive entre ce que l'on appelle un traitement cognitif intuitif et un traitement cognitif analytique. Et vous allez voir que ça joue d'un poids déterminant dans le fait de développer des croyances que j'appelle infondées. Alors plutôt que de définir théoriquement ce que j'entends ici, par intuitif analytique, je vais vous poser un petit problème que vous allez essayer de résoudre, qui est très simple. Alors vous allez me dire, il n'y a rien à voir avec les croyances, mais vous allez voir que oui. Une raquette de tennis et un jeu de balle sont vendus 11 €. La raquette de tennis coûte 10 € de plus que le jeu de balle.
combien vaut le jeu de balle? Alors, je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais je suis à peu près certain que la plupart d'entre vous, vous avez pensé 1 euro. Cette réponse s'est imposée à vous. Et pourquoi elle s'est imposée à vous? Parce que vous avez fait appel à votre système intuitif qui a beaucoup recours à la mémoire. Et vous avez dans votre mémoire des schémas de raisonnement qui sont souvent valables, mais qui peuvent être non adaptés. Et c'est le cas ici, parce que 1 euro n'est pas la bonne réponse. Parce que si le jeu de balle vaut 1 euro, et si la raquette de tennis en vaut 10, ça veut dire 10 de plus, ça veut dire qu'elle en vaut 11. Et 11 plus 1, ça fait 12. Donc ça va pas. La bonne réponse, c'est 0,5. Il y a juste pour un petit sondage qui avait trouvé 0,5. Bon, une toute petite minorité. Parfois, il y a des gens, 6 mois après, qui m'écrivent en disant « J'ai toujours pas compris pourquoi c'est 0,5 ». Là, il y a un petit problème, parce que normalement, avec l'analyse, vous devez arriver à comprendre votre erreur. Si vous fonctionnez de manière analytique, c'est-à-dire d'une manière qui est plus coûteuse sur le plan cognitif, même en termes d'énergie, qui passe au crible toute l'information de manière précise et qui requiert du temps pour arriver à une conclusion, en fait, vous déjouez le piège. Et il existe des tas de petits problèmes de ce type qui font partie d'un test qu'on appelle le Cognitive Reflection Test, que je pourrais vous faire passer. Et à l'issue de ce test, je pourrais savoir votre propension à fonctionner de manière intuitive ou analytique. Et ce que je pourrais faire à partir de là, c'est prédire, sans même vous le demander avec un niveau de précision très grand, si vous êtes un croyant ou si vous êtes un sceptique. Parce que si vous avez tendance à fonctionner de manière intuitive, la probabilité que vous soyez croyant est grande. Si vous fonctionnez de manière analytique, la probabilité est faible. Je précise tout de suite que quand je parle de croyant, je ne parle pas spécifiquement de la croyance religieuse, puisque la croyance religieuse est un cas particulier, tout à fait remarquable de croyance. Je fais référence ici à toutes les croyances possibles, et vous savez qu'il y en a des centaines de milliers dans le monde. Alors en ce sens-là, donc les sujets les plus intuitifs sont les plus croyants, les plus analytiques, les plus sceptiques. Vous connaissez peut-être cette phrase de Pascal qui dit la chose suivante, c'est avec le cœur qu'on perçoit Dieu et non avec la raison. C'est cela la foi. Pascal avait une intuition remarquable. Effectivement, ce qu'il veut dire, c'est avec le système intuitif qu'on peut ressentir la présence de Dieu, mais pas avec la raison. Parce que la raison ne pourra jamais ni démontrer l'existence de Dieu, ni démontrer son inexistence. C'est une matière, quelque chose qui renvoie à l'intuition, au sens où nous le définissons ici. Alors, maintenant que j'ai dit cela, on va le montrer d'une autre manière, au travers d'une expérience réalisée par des collègues canadiens, que j'ai appelée de réceptivité au bullshit, donc bullshit étant le mot anglais pour dire connerie. Et Pennycook a fait la chose suivante, il a repris des mots stéréotypés d'un texte de Deepak Chopra. Je ne sais pas si certains connaissent, un médecin d'origine indienne, très très populaire aux États-Unis et ailleurs dans le monde, qui vend des millions de bouquins. C'est très souvent du vide de mon point de vue, excusez-moi si je prends position. Donc Pennycook ont pris des mots assez stéréotypés des textes de Chopra, et ensuite ils ont fabriqué un petit algorithme qui prend ces mots au hasard et qui constitue des phrases syntaxiquement correctes. En anglais, je les ai traduites en français, mais ces phrases ne veulent strictement rien dire, puisqu'en fait, elles ont pris des mots au hasard qu'elles ont combinés de manière aléatoire. Et ça donne des phrases comme ça. Le monde physique résulte de photons karmiques, la transcendance révèle l'existence de forces quantiques, la nature transcende l'immanence cosmique, la beauté du monde reflète l'harmonie vitale. Vous pouvez aller sur Internet, retrouver l'algorithme et le faire fonctionner, vous allez voir toutes les phrases qui vont sortir. Et ensuite, on demande à des sujets d'évaluer jusqu'à quel point ces phrases ont du sens et quelle est la profondeur de cette signification. Et le résultat est très très clair et très étonnant. D'abord, les humains ont tendance à accorder du sens à des phrases qui ne veulent rien dire, ce qui est un peu problématique, mais surtout,
plus les sujets fonctionnent de manière intuitive, on les a pré-testés, plus ils fonctionnent de manière intuitive, plus ils ont tendance à accorder du crédit à ces phrases qui ne veulent rien dire. Autrement dit, le fait de fonctionner de manière intuitive vous rend assez vulnérable à toutes les croyances infondées qui passent par là. Vous savez que les dérives sectaires se nourrissent de personnes qui vont facilement tomber dans le piège des croyances infondées, et les personnes qui sont victimes de dérives sectaires, à un moment donné de leur vie, en tout cas, vont fonctionner de manière très intuitive, ce qui les rend très vulnérables de ce point de vue-là. Alors, système intuitif, système analytique, je n'ai pas dit que certains fonctionnaient de manière intuitive et certains de manière analytique. Non, pas du tout. En fait, chez un même sujet, vous avez les deux modes de fonctionnement qui cohabitent, avec un poids relatif qui varie d'un sujet à l'autre, et on le verra, selon les circonstances. Ce qui veut dire que un même sujet peut fonctionner de manière intuitive dans un contexte et analytique dans l'autre. Ce qui explique que certains scientifiques, qui sont réputés pour fonctionner de manière analytique, peuvent, à un moment donné, perdre les pédales et vous dire n'importe quoi, parce qu'ils ont aussi le pouvoir de fonctionner de manière intuitive. Alors, on peut assez facilement modifier le poids relatif du système intuitif et du système analytique. Et voici comment des auteurs l'ont fait de manière tout à fait étonnante. On présente à des sujets ces deux images, donc à gauche le penseur de Rodin, à droite le disco-ball. Pour des raisons qui nous importent peu ici, il se trouve que de voir le penseur de Rodin booste le système analytique. Donc il modifie l'état du cerveau en boostant le système analytique, et le disco-ball, lui, booste le système intuitif. Donc il suffit de présenter à des sujets différents le penseur de Rodin ou le disco-ball, et ça va avoir un effet sur le crédit qu'ils vont donner à certaines propositions, par exemple de nature religieuse. Donc on peut assez facilement modifier l'état interne du sujet et le rendre plus ou moins vulnérable à certains types de croyances, ce qui évidemment a des conséquences importantes que l'on verra plus tard. Alors maintenant, ça a été assez général, je vais vous décrire quelques processus qui sont des processus typiques des croyants, enfin qui vont être très mobilisés par les personnes qui vont développer des croyances infondées. Alors le premier de ces processus, c'est ce que j'appelle l'établissement d'inférences causales injustifiées. Les humains ne peuvent pas s'empêcher d'établir des relations de cause à effet, et c'est ce qui nous a rendus aussi puissants d'ailleurs. Une vache ne s'intéresse pas trop aux relations de cause à effet. Nous, oui, tout le temps. Nous les cherchons parce que c'est adaptatif. Si vous savez ce qui est la cause de quelque chose, eh bien, ça vous donne un moyen d'obtenir ou non la conséquence. Par exemple, vous allez voir un magnétiseur pour soulager une douleur lombaire et le lendemain, vous n'avez plus mal. Eh bien, la plupart des humains ne peuvent pas s'empêcher de penser que c'est le fait d'avoir vu le magnétiseur qui a contribué à soulager la douleur. Est-ce qu'on a le droit de le faire ? Non. D'un point de vue clairement analytique, non. Un exemple, un cas ne peut pas permettre une généralisation de ce type. Mais je voudrais vous montrer que ce processus est très puissant au travers de ce qui m'est arrivé. Alors, probablement comme vous, j'ai été vacciné pour le Covid-19, donc c'était en 22 ou 21, je sais plus, 21 peut-être, au mois de mai. Et 3 jours après avoir été vacciné, j'ai eu une hémorragie interne du corps vitré. Alors, une hémorragie interne du corps vitré, c'est une pathologie assez rare. Vous avez des vaisseaux qui éclatent dans le globe oculaire et du sang qui se répand. Vous voyez pas de l'extérieur, mais moi je le vois de l'intérieur, et vous voyez les taches de sang qui, à un moment donné, vont se déployer et finalement vous rendre ponctuellement aveugle. Donc c'est assez traumatisant, bien sûr. Bon, je passe le détail médical, c'est une pathologie rare. Donc, évidemment, qu'est-ce que je fais comme tout le monde ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre le vaccin et ce qui vient de m'arriver, parce que c'est la première fois que j'étais vacciné et la première fois que j'avais une hémorragie interne du corps vitré. Donc 2 premières fois à 3 jours d'intervalle, on se dit quand même, il y a peut-être un lien.
Bon, alors comme je suis un sceptique, je m'informe, tout ça, et je m'abstiens de conclure. Bon. Il se trouve qu'au mois de septembre, à la rentrée universitaire, j'appelle une de mes secrétaires, je lui demande si l'été s'est bien passé, elle me dit oui, très très bien, mais j'ai eu un gros problème de santé. Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, j'ai eu une hémorragie interne du corps vitré. Alors là, je dis rien, hein, bien sûr, et je dis mais de quel œil? L'œil droit. Moi aussi, c'était l'œil droit. Je dis ah bon, d'accord, mais ça t'est arrivé quand? Ben, en début mai. Ouais, moi aussi, c'était début mai. Hein. Alors là, je lui pose la question fatidique, mais est-ce que tu as été vacciné juste avant? Elle me répond, certainement pas, je suis anti-vax. Bon, ok, mais que se serait-il passé dans mon cerveau si elle m'avait dit, oui, j'ai été vacciné 3 jours avant? Je serais tombé dans le panneau. Et pourtant, je suis un spécialiste de ce type de biais. Parce que je me suis dit, c'est pas possible quand même cette concomitance. Mais j'aurais fait une erreur, puisqu'elle a eu son hémorragie et qu'elle n'a pas été vaccinée. Donc j'aurais établi une inférence causale absolument injustifiée et je me serais convaincu de l'effet nocif du vaccin. Alors si moi, je tombe dans le panneau alors que c'est mon métier de travailler là-dessus, je vous laisse imaginer ce qui peut arriver à un kidam tout à fait non spécialiste du domaine. Donc c'est très puissant, c'est très utile, mais ça peut être très dangereux. Alors, non seulement les croyants établissent ces relations causales injustifiées de manière extrêmement fréquente, plus que les sceptiques, mais en plus, une fois qu'ils les ont établies, ces inférences causales, ils vont aller rechercher ce qui pourrait les conforter, les justifier. C'est typiquement ce que font les complotistes. Alors, pour prendre un exemple, vous connaissez cette croyance à laquelle peut-être vous adhérez, selon laquelle les jours de pleine lune, il y a plus d'accouchements. C'est une croyance très répandue. Si vous interrogez des médecins, des infirmières, des sages-femmes, elles vont vous dire « c'est vrai, je l'ai observé ». Et pourtant, c'est faux. C'est faux, voilà un article publié dans une grande revue scientifique qui, sur la base d'une étude sur 1 demi-million de naissances, montre qu'il n'y a pas de lien entre l'accouchement et les phases de la Lune. Mais alors, pourquoi croient-ils cela? C'est pas par idéologie, je veux dire, hein. Il n'y a rien à faire de l'idéologie là-dedans. Pourquoi ils y croient? Bien parce que cette croyance est planante, elle est, on va dire, dans les esprits, et une fois qu'elle est dans votre esprit, vous allez traiter l'information en rapport avec cette croyance. Et donc vous allez être très sélectif et porter votre attention sur ceux qui confirment cette croyance. Donc votre regard sur les événements va être biaisé par la croyance qui du coup va être renforcée de manière artificielle. Et ça arrive absolument à tout le monde. C'est très difficile de résister à ce genre de choses. Un autre facteur qui joue un rôle très important dans l'établissement de croyances, et là particulièrement dans l'établissement de croyances religieuses, mais pas seulement, hein, dans toutes les croyances, c'est notre propension, là encore adaptative, mais potentiellement problématique, de projeter de l'intentionnalité, c'est-à-dire des états mentaux, sur des phénomènes qui sont dénués, en réalité, d'états mentaux. Je pense que, comme vous, il vous est déjà arrivé d'insulter votre ordinateur quand il buguait ou votre voiture quand elle ne démarre pas. C'est étrange. Enfin, sauf si vous êtes vraiment schizophrène, mais a priori, vous ne pensez pas que votre voiture pourrait vouloir vous embêter. Mais n'empêche que vous réagissez comme ça. Ce qui signifie que peut-être il y a quelque chose d'assez archaïque dans votre cerveau qui ne peut pas s'empêcher de projeter de l'intention, même dans des lieux où en fait il n'y en a pas. Alors vous allez voir, c'est très puissant, et les conséquences sont énormes. Regardez ces 3 photos. C'est un arbre, un nuage et un rocher. Mais bien sûr, en tant qu'humain normal, vous n'avez pas vu que ça. Vous avez vu des visages, ce qui est d'ailleurs d'un point de vue cognitif extrêmement compliqué, parce qu'il faut le voir, le visage, là. Hein. Il n'y a que les humains pour faire ça, hein. Même un primate ne peut pas faire ce genre de choses bizarres qu'on appelle une pareidolie. Donc vous avez, en voyant ce tronc d'arbre, ce nuage et ce rocher, vous avez vu autre chose qu'un être physique, qu'un objet physique, vous avez vu un objet physique doué potentiellement d'un esprit. Vous avez projeté du spirituel sur quelque chose qui ne l'est pas. Et regardez
la vitesse à laquelle ça peut aller. Je vais vous montrer quelques petites photos comme ça, et vous allez voir à quelle vitesse vous détectez un état mental particulier. Ça n'est qu'un poivron coupé en deux. C'est pas autre chose. Pourtant, si on pouvait analyser votre cerveau, je pourrais vous montrer que vous avez eu peur. Ah, légèrement peur, bien sûr. Non, mais il y a quelque chose qui s'apparente à la peur dans la perception de ce poivron coupé en deux. Donc, on peut avoir peur d'un poivron coupé en deux. Regardez la suite. Il vous faut 200-300 millisecondes pour détecter l'état mental. Sauf si vous êtes autiste, où là, c'est beaucoup plus long. Voilà. Donc, en fait, vous allez me dire, mais quel rapport avec les croyances ? Le rapport est très grand. C'est que la plupart des croyances sont soutenues par le fait qu'on projette quelque chose de mental sur un objet physique. Et les croyants sont plus que les sceptiques, quand on les teste, dépendant de l'interprétation intentionnelle qu'ils ont du mal à abandonner, même quand on leur dit « mais non, mais il n'y a qu'un poivron coupé en deux ». Et peut-être avez-vous entendu pendant la période du Covid, y compris de la bouche de journalistes, que je respecte profondément dans le cas général, dire la chose suivante: la planète se venge au travers du Covid-19. Vous l'avez entendu peut-être ça. Alors si vous le prenez au sens métaphorique, il n'y a aucun problème. Mais si vous le prenez au sens littéral, vous êtes clairement dans la pensée magique. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa, la planète elle-même est dotée d'un esprit. Vous êtes dans la pensée magique. Ce phénomène-là est très très important dans la croyance, mais notamment il a joué un rôle, on considère, extrêmement important dans l'apparition des croyances religieuses. On ne sait pas exactement quand c'est arrivé dans l'histoire d'Homo sapiens, 300 000 ans, mais c'est arrivé un peu plus tard visiblement. Pourquoi ? Parce que précisément l'animisme, qui est, on va dire, le cœur de la religion, qui a été fondamental dans l'apparition des religions, l'animisme consiste à percevoir des états mentaux, des intentions sur des phénomènes matériels. Un tremblement de terre, une éruption volcanique, une tempête, c'est une manifestation de la nature qui nous signifie quelque chose. Elle nous envoie un message. Oui, mais c'est de l'animisme, c'est totalement infondé, et c'est totalement soutenu par ce type de processus qui va, en son temps, beaucoup plus tard, donner naissance aux grandes religions que vous connaissez. Parce que si vous y réfléchissez bien, que font entre autres ces grandes religions ? Elles perçoivent pas l'univers comme un objet purement mécanique et matériel, elles perçoivent l'univers comme un produit d'une intention, notamment d'une intention divine, d'un être transcendant que l'on appelle donc Dieu. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui caractérise les croyants. Alors je regarde l'heure, ça fait à peu près une demi-heure. Un dernier petit point, il y en aurait beaucoup d'autres, mais qui est assez caractéristique du fonctionnement des croyants, c'est un biais qu'on appelle « jumping to conclusion », donc sauter sur la conclusion. Et voici en quoi consiste ce biais qui est assez caractéristique de ce qui se passe dans le cerveau d'un croyant, davantage que d'un sceptique. Vous avez deux urnes, ici, l'urne A et l'urne B. Dans l'urne A, vous avez 80% de boules rouges, et dans l'urne B, 80% de boules vertes. Je vous dis, voilà, je vais prendre des boules d'une de ces urnes, vous savez pas laquelle, et je vais vous montrer le tirage. Et à la suite de quoi, vous me direz à quel moment vous êtes convaincu qu'il s'agit de l'urne A ou de l'urne B. Donc c'est une estimation de probabilité. Donc, moi je commence le tirage, voilà, donc c'est pseudo-aléatoire, parce que c'est moi qui l'ai choisi, bien sûr. Je commence le tirage, et je continue jusqu'à ce que le sujet me dise « Oh, bah là, maintenant, vu le tirage, c'est l'urne A. Hein » Et puis je peux continuer comme ça très très longtemps, jusqu'à ce que le sujet réponde. Eh bien, ce que l'on observe, c'est que, en moyenne, les croyants concluent plus rapidement que les sceptiques. En quelque sorte, il y a moins besoin d'informations pour valider une croyance quand on est croyant que quand on est sceptique. Donc une espèce de précipitation dans l'adhésion à quelque chose, alors même que, en théorie, on ne devrait pas conclure. Évidemment, ce biais est d'autant plus prononcé, d'autant plus puissant, que l'on conclut quelque chose qui nous fait plaisir.
Parce que d'abord, les humains aiment bien se faire plaisir. Donc si la conclusion que vous êtes tenté de faire vous donne satisfaction, bah, vous allez aller encore plus vite, ce qui va accélérer la puissance de ce biais. Alors, tout ce que j'ai décrit là est relativement propre au domaine de la psychologie cognitive, mais les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et en fait, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que les processus neurocognitifs, quelques-uns que je viens de décrire, interagissent avec des aspects psychodynamiques. Et je vais notamment m'intéresser, alors peut-être pas à tout, mais le stress, sentiment de perte de contrôle, besoin de sens et résistance à l'ambiguïté, qui sont des états quasi émotionnels qui ont un impact sur le niveau de croyance et sur la probabilité de développer une croyance infondée. Le stress est très simple. C'est le carburant fondamental de la croyance. Plus vous êtes stressé, plus la vie vous stresse, plus il est probable que vous validiez des croyances infondées. C'est très facile pour le montrer, hein. Vous prenez 2 groupes de sujets, vous stressez la moitié d'entre eux et vous stressez pas l'autre moitié d'entre eux. Ensuite, vous leur demandez d'interpréter des phénomènes et ceux qui ont été stressés vont développer beaucoup plus que les autres des interprétations de type magique. Donc le stress joue un rôle fondamental. Deuxième paramètre, le sentiment de contrôle. Alors, sentiment de contrôle, on peut c'est très facile à évaluer, hein, ça se fait comme ça. On dit aux gens, jusqu'à quel point vous estimez avoir le contrôle de votre propre vie, tout au long de votre vie. Hein. Donc, par exemple, sur une échelle de 1 à 10. 1, j'ai aucun contrôle de ma vie. 10, j'ai un contrôle total. Bon, 10, il faut être très naïf pour penser ça, et 1, il faut être très pessimiste. La moyenne des humains se situe à peu près à 7. Hein. Mais ça peut varier dans le temps. Ce que l'on observe, c'est que le sentiment de contrôle, et notamment de perte de contrôle, contribue à accroître le niveau de croyance. Moins vous avez le sentiment de contrôler votre vie, plus il est probable que vous développiez des croyances. Alors on a fait une petite expérience qui est tout à fait amusante. On demande à des sujets d'évoquer un événement de votre vie passée où clairement vous n'aviez pas eu le contrôle de ce qui s'est passé. Chacun peut faire un peu d'introspection, retrouver un événement de type où vraiment il n'a rien contrôlé de ce qui s'était passé. Ça peut être positif ou négatif. En général, on pense à des choses négatives. Un accident, une séparation, une maladie, etc. Quand les sujets jouent le jeu, c'est un travail de mémoire, alors on observe au niveau du cerveau, assez fréquemment, un accroissement d'activité au niveau d'une zone qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, qui est une zone qui réagit dans des situations de ce type. Et consécutivement à ça, lorsqu'on interroge les sujets sur certains types de croyances, notamment les croyances complotistes, on s'aperçoit qu'elles sont accrues. Qu'elles ont été accrues par l'évocation d'un événement dont on n'a pas eu le contrôle. Donc, dès lors que vous êtes en situation de perte de contrôle, vous êtes très vulnérable à la croyance. Et ça, les gourous sont hyper affûtés pour le détecter, puisque les gourous, eux, ils ont intérêt à vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et ils détectent ça. Si vous apprenez aujourd'hui que vous avez un cancer, ce que j'espère pas, ou que votre conjoint vous quitte, ou que vous avez perdu votre boulot, votre niveau de sentiment de contrôle, il va baisser largement. Et dès lors qu'il baisse, il vous rend vulnérable à l'adoption de croyances infondées. Alors, à cela, il y a un effet, on va dire, bénéfique de la croyance, parce que la croyance va contribuer, même de manière fictive, à rehausser votre sentiment de contrôle. C'est un des objectifs de la croyance, bien sûr. Alors, une expérience assez jolie réalisée par McGregor et Kay. Ils ont beaucoup travaillé sur comment, en fait, le sentiment de perte de contrôle pouvait être atténué par l'engagement religieux, y compris d'ailleurs le radicalisme religieux. Hein. Alors, voici ce qu'ils ont fait. Ils présentent à des sujets différents la phrase du haut, la phrase du bas, hasard sourit le lament-chat ou table sourit le lament-chat, et on leur dit, bon, avec tous ces mots, vous devez constituer une phrase qui a du sens. Mais il y a un mot intrus.
Alors évidemment, la phrase qui a du sens, c'est le chat mange la souris, c'est la même dans les deux cas, mais le mot intrus n'est pas le même. Dans un premier cas, c'est hasard, et dans l'autre cas, c'est table. Alors, quelle importance ? Eh bien, en fait, le mot hasard, en fait, est le mot typiquement associé avec le sentiment de perte de contrôle. C'est pour ça que, notamment, la religion n'aime pas le hasard. Parce que, par définition, le hasard, c'est ce que je ne peux pas contrôler. Quand je joue à pile ou face, je ne sais pas si ça va être pile ou face. Le hasard, c'est l'absence de contrôle. C'est l'incompréhension devant un phénomène. Ça intervient par hasard. Eh bien, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que quand on a présenté le mot hasard, quand les gens, dans la condition où il y avait le mot hasard, on a augmenté quelque chose qui est en rapport avec le sentiment de perte de contrôle, parce que ce mot hasard est lié à la perte de contrôle, et du coup, on a rehaussé le niveau de croyance religieuse, qui lui a comme vertu d'atténuer ce sentiment lié à la perception du hasard. Donc, des effets tout à fait remarquables, qui se rapprochent un peu de celui-ci, qui est la recherche de sens. En fait, satisfaction hédonique. Quand un humain a trouvé du sens à quelque chose, il est heureux. Voilà, il est content. Même si, par exemple, on l'a agressé, s'il comprend pourquoi, ça soulage déjà un peu. C'est bizarre, mais le fait même de comprendre une agression ou comprendre sa maladie, c'est déjà réconfortant. Alors, c'est la raison pour laquelle, notamment les croyants, n'aiment pas le mécanisme aveugle, ils n'aiment pas l'aléatoire, parce que le mécanisme aveugle et l'aléatoire sont précisément liés à l'absence de sens. Un mécanisme qui n'est pas guidé, c'est un mécanisme qui n'a pas de sens. Un phénomène qui se produit de manière aléatoire, comme les mutations dans l'histoire de l'évolution humaine, c'est quelque chose qui ne semble pas avoir de sens. Et c'est insupportable pour un croyant, c'est ce qui fait que beaucoup de croyants aiment beaucoup les interprétations téléologiques, c'est-à-dire guidées par un but, les interprétations intentionnelles, et c'est la raison pour laquelle ils rejettent notamment le créationnisme. Alors là, je parle des croyants au sens religieux du terme. Vous savez que le créationnisme, par exemple, est toujours rejeté par une certaine frange intégriste de mouvements religieux divers et variés, parce que c'est insupportable pour un croyant. Il ne doit pas y avoir de hasard dans l'univers. L'univers a été organisé, planifié par Dieu, et il ne peut pas y avoir de hasard. Alors, face à ce sentiment lié au non-sens, aux contradictions que l'on peut percevoir dans l'organisation du monde, en fait, la croyance religieuse est très agréable. Elle joue un rôle très important. Ça a été montré par ces auteurs, Ingelit et Tullet, qui ont soumis des sujets à une tâche cognitive que je préciserai pas, mais qui génère ce qu'on appelle de la dissonance cognitive, c'est-à-dire une espèce de contradiction interne. Et ce qu'ils ont fait, c'est que immédiatement avant de soumettre les sujets à ces situations problématiques, ils ont simplement prononcé le mot de Dieu. Eh bien, le simple fait de prononcer le mot de Dieu a permis d'atténuer l'effet de cette contradiction interne que perçoit le sujet, qui se manifeste en général, là encore, par une activité du cortex singulaire antérieur. Si on prononce le mot de Dieu juste avant, ça a tendance à atténuer l'activité du cortex singulaire antérieur, qui correspond à un état psychique pas très agréable. Donc la croyance religieuse joue ici un effet tout à fait positif. Et c'est peut-être la raison qui fait que les croyants ont en général une meilleure santé que les athées, alors la différence est faible, mais il y en a une, ont une plus grande espérance de vie et sont plus résilients face à la maladie ou à la souffrance psychologique. La croyance a une fonction tout à fait identifiable. Alors, tel que je vous ai décrit les choses jusqu'à présent, on peut avoir l'impression que finalement, on croit ou on ne croit pas, parce qu'il y a des mécanismes internes que l'on ne maîtrise pas et qui vont faire de nous des croyants ou faire de nous des sceptiques. Bon, c'est sans doute pas aussi simple que ça. On va pas faire un cours de philosophie sur le libre arbitre, c'est pas le lieu, c'est trop complexe en si peu de temps, mais on peut penser qu'il y a quelque chose de l'ordre du choix. C'est-à-dire que vous privilégiez un certain rapport à l'information.
c'est ce qu'on appelle une posture épistémique. Hein, comment je construis mes connaissances. Et je vais vous présenter 3 postures épistémiques et vous allez identifier dans laquelle vous vous reconnaissez. Première posture épistémique, posture intuitive, mon intuition me trompe rarement et je lui fais confiance. Deuxième posture épistémique, je ne valide pas une intuition si je ne dispose pas de données factuelles pour la soutenir. Troisième posture épistémique, posture relativiste, rien n'est vrai, rien n'est faux. La vérité est une construction, la science est une croyance comme les autres, toute vérité est relative. Voilà, on demande à des sujets de se positionner, vous reconnaissez où? Alors le résultat est très clair, si vous vous positionnez en termes de posture analytique, vous êtes très clairement un sceptique. Mais si vous sentez que dans votre vie, au quotidien, faites plutôt appel à la posture intuitive ou à la posture relativiste, dont on va voir, malgré ses aspects très sympathiques, elle est très dangereuse, à ce moment-là, il est probable que vous soyez assez enclin à développer des croyances infondées. Donc il y a aussi quelque chose qui relève du choix. C'est pas simplement des déterminismes qui nous échappent, il y a une manière de se positionner par rapport à l'information qui va avoir un impact sur votre niveau de croyance. Alors maintenant, pour finir, enfin une fin qui est un peu longue quand même, mais pour finir, je voudrais aborder quelque chose d'un peu différent, qui a un impact sociétal très grand et qui fait pas vraiment référence au processus cognitif, si quand même, mais surtout à quelle information vous accordez du crédit. Voilà, dans la vie de tous les jours, à quelle information vous accordez du crédit. Parce qu'il faut bien comprendre que, notamment à l'ère d'Internet, nous savons, nous croyons, et je mets un slash malheureusement pour dire que la distinction n'est pas si simple, par procuration. C'est-à-dire la plupart de ceux que l'on considère comme étant des connaissances, ce ne sont pas à proprement parler des connaissances, puisque ces connaissances reposent aussi sur une croyance. Je vais tout de suite illustrer. Personnellement, je sais que la vie sur Terre est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Je sais que la Terre est ronde. Je sais que les vaccins sauvent des millions de vies. Je sais que l'humain, dans sa forme actuelle, est le résultat d'une longue évolution. Mais est-ce que je le sais ou est-ce que je le crois? En réalité, hormis pour une de ces propositions, je n'ai pas les compétences qui me permettent, je dirais, en première main, de valider ces connaissances. Je ne sais pas, je ne suis pas épidémiologue, je ne suis pas paléontologue. Donc en fait, ce que je considère être des connaissances repose sur la confiance que j'accorde à mes collègues, dont je suppose qu'ils sont compétents et honnêtes. Excusez-moi, parce que j'ai pensé à un certain collègue que j'évoquerai plus tard. Je vous dirai qui si vous voulez. Je leur fais confiance, et comme je leur fais confiance, je me dis, finalement, ce sont des connaissances. Ça paraît très simple, mais sauf qu'un jour, un complotiste, je suis souvent en contact avec des complotistes, m'écrit et me dit « Mais monsieur Ripoll, écoutez, vous semblez pas complètement idiot. Comment vous pouvez croire que la Terre est ronde ?» Alors j'étais un peu décontenancé parce que je me suis dit « Mais c'est fou, c'est l'arroseur arrosé, quoi. » Et en réfléchissant bien, je me suis dit « Mais finalement, qu'est-ce qui me permet plus que lui de savoir qu'elle est ronde ?» Parce que lui pensait qu'elle était plate, bien sûr. Alors il se trouve que là, j'ai à la rigueur quelques connaissances qui me permettent, mais je pourrais très bien en avoir et considérer que la Terre est ronde. Donc on voit que c'est extrêmement difficile de distinguer, sur la base d'arguments personnels, une croyance d'une connaissance. Donc, en fait, la distinction au niveau de l'information, je dirais laïque, pas celle que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est plutôt magique, mystique, ésotérique, cette distinction n'est pas aussi claire que cela entre sceptiques et croyants, et elle repose en grande partie sur le type d'information sur lequel vous vous appuyez pour construire vos connaissances. C'est sûr que si vous prélevez, vous avez des informations à partir de TikTok,
c'est peut-être moins efficace que si vous les construisez à partir de la lecture de la journal Nature, ou bien de la lecture du Monde, ou de France Culture, ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est un choix personnel qui est assez complexe. Et il faut bien comprendre que l'humanité, aujourd'hui, est confrontée à un problème nouveau, qu'on ne sait pas traiter, c'est le flux informationnel, qui est absolument gigantesque, et aucun humain n'a les moyens de valider ce flux informationnel. C'est strictement impossible. C'est quelque chose auquel notre cerveau n'est pas préparé et ne sera jamais préparé. Ce qui pose un problème nouveau pour l'humanité. Donc, nécessité d'accorder sa confiance aux bonnes sources. C'est pas qu'un problème journalistique, c'est un problème pour chacun d'entre nous et c'est un problème majeur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, la confiance a fortement régressé et s'est déplacée. Elle n'est plus accordée aux mêmes sources qu'il y a par exemple 30 ou 40 ans déjà. Alors pour de multiples raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais c'est très largement associé au fait que nous soyons rentrés, depuis quelques années maintenant, dans l'ère du relativisme, posture relativiste que j'ai évoquée tout à l'heure, et du populisme au sens politique du terme. Pourquoi ? Parce qu'il y a très clairement un opportunisme politique très très grand aujourd'hui, notamment à l'extrême droite, en partie aussi à l'extrême gauche, mais beaucoup plus massivement à l'extrême droite, qui consiste tout simplement à remettre en cause les informations provenant de l'élite. Je mets élite entre guillemets parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça correspond. C'est ce que par exemple M. Le Pen appelait l'establishment. Et c'est ce que j'appelle le sophisme de l'antisystème, c'est-à-dire faire croire aux gens qu'il y a un système de domination qui nous fait croire n'importe quoi et que la réalité est surtout pas là, qu'il faut la prendre dans l'information alternative. Alors ça, c'est extrêmement problématique et c'est clairement exploité par beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui dans le monde. Et je voudrais vous rapporter un échange très illustratif de ce point de vue-là. C'est un homme politique qui se rend dans un congrès de climatologues et le climatologue et le président de ce congrès est très inquiet sur le réchauffement climatique. Et l'homme politique qui est là, qui le rencontre, lui dit « Vous inquiétez pas, ça va commencer à rafraîchir, vous allez voir ». L'homme politique dit ça au climatologue. Le climatologue, un peu étonné qu'un homme politique incompétent en la matière puisse prendre position comme ça, lui répond respectueusement, mais quand même un peu ironiquement, « J'aimerais que la science soit d'accord avec vous ». Ce à quoi l'homme politique répond, parce que c'est pas quelqu'un du genre à se démonter, « Je ne pense pas que la science sache réellement ». C'est très grave. C'est typiquement le relativisme. La science ne sait pas. Donc, croyez ce que vous voulez. Cet homme politique, c'est Donald. Et je pourrais vous en sortir beaucoup d'autres comme ça. Et je vais vous indiquer 2 autres petites phrases qu'on retrouve dans ces célèbres tweets. La vérité n'est pas la vérité. C'est terrible, un truc comme ça. La vérité n'est pas la vérité. Non seulement c'est totalement absurde, logiquement parlant, ça veut dire un chat n'est pas un chat, une bouteille n'est pas une bouteille, ça veut strictement rien dire, mais en plus il stigmatise la possibilité même qu'il y a de distinguer le vrai du faux. C'est typiquement l'ère du relativisme sur lequel surfe le populisme, notamment d'extrême droite, et ça a été très visible pendant l'épisode du Covid-19. Autre tweet incroyable de Trump, « Mon instinct est plus fiable que le cerveau des autres ». Ah, et prétentieux en plus, « Mon instinct, mon système intuitif est plus fiable que le système analytique de ces prétendus scientifiques qui pensent savoir et qui ne savent pas ». Quand un homme politique de cette dimension-là, donc je veux dire, c'est quand même, ça a été le chef d'État des États-Unis, c'est pas rien à l'échelle mondiale, est capable de tenir des propos comme ça, évidemment, ça peut avoir un impact énorme sur l'opinion publique, et de mon point de vue, ça peut être le point de départ de croyances totalement farfelues et aussi d'une extrême violence. Parce que si les humains n'ont plus un socle de connaissances sur lequel que l'on peut partager,
On peut s'opposer idéologiquement, mais avoir au moins un socle de connaissances commun. À ce moment-là, il y a un débat. Mais s'il n'y a pas de socle de connaissances commun, il n'y a plus de débat. Il peut y avoir que de la violence. Et c'est de mon point de vue, vers quoi peut tendre ce type de populisme, relativisme. Alors, les choses sont malheureusement très très complexes de ce point de vue-là. Je voudrais l'illustrer au travers de cette diapositive. Donc, il s'agit d'un philosophe qui s'appelle Proctor, qui a même inventé une discipline qu'on appelle l'agnotologie. Donc, l'agnotologie, c'est l'étude de l'ignorance. Comment on fabrique de l'ignorance ? Comment notre société fabrique de l'ignorance? Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Proctor s'est beaucoup intéressé, vous savez, à ce qui a été fait par l'industrie du tabac et l'industrie du pétrole, donc Philip Morris et Exxon Valdez, pour instiller le doute sur la nocivité du tabac ou instiller le doute sur le fait que les émissions liées aux énergies fossiles contribuent au réchauffement climatique. Et là, effectivement, des scientifiques à l'intérieur de ces entreprises privées ont été corrompus en laissant penser que les choses n'étaient pas aussi claires, ce qui peut être très grave du point de vue de la santé individuelle et de notre destin collectif. Et là, c'est tout à fait étonnant et remarquable, le doute, qui est une vertu cardinale pour les sceptiques, est devenu en quelque sorte un vice. C'est-à-dire que le doute est utilisé par ceux qui sont les moins rationnels pour finalement conduire des personnes à douter de connaissances établies. On est vraiment dans le brouillard total, et je voudrais vous montrer à quel point on est dans le brouillard total. Il existe maintenant des revues qu'on appelle des revues prédatrices, on appelle ça de la junk science, dans lesquelles on paye pour être publié, mais qui peuvent dire tout à fait n'importe quoi. Et malheureusement, on en trouve même dans les grandes bibliothèques, peut-être qu'il y en a à la BNF, je sais pas, on va dire que non, mais je peux vous garantir qu'il y en a dans de grandes bibliothèques, et évidemment, pour le citoyen lambda, c'est très difficile de savoir si c'est une revue valable ou non. Et pire encore, vous avez quelqu'un, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Steve Milloy, qui a, aux États-Unis, créé un site web qui s'appelle Junk Science. Vous pouvez y aller, donc il y a l'adresse ici, qui est destiné à informer les citoyens américains de toutes les pseudo-recherches scientifiques qui étaient publiées, pour les mettre en garde pour des croyances débiles. Mais qui est Steve Milloy ? En fait, il est financé par l'industrie du pétrole et c'est un proche soutien de Donald Trump. Mais comment vous voulez savoir je veux dire, moi je passe mon temps à faire ça, donc je fouille, je prends, et puis j'ai ce qu'il faut pour le faire. Mais vous vous rendez compte du trouble dans lequel on est au niveau informationnel? C'est extrêmement compliqué. Et malheureusement, même parfois les journalistes, je pense que la plupart des journalistes font extrêmement bien leur travail. Moi, pour avoir un peu collaboré avec eux, j'ai pu voir finalement qu'ils fonctionnaient un peu comme des scientifiques. Avant de valider quelque chose, ils prennent du temps, etc. Alors, pas tous, bien sûr, mais il se trouve qu'il y a quelques années, il y a des collègues allemands qui ont écrit un article, qui était un article pastiche, en fait, ils se sont amusés, qui montrait que le chocolat faisait maigrir. Voilà, ce qui est très sympathique. Et à ce moment-là, des journalistes sont tombés sur cet article et immédiatement, ça a fait la une de très grands journaux. Mais ces journalistes, très rapidement, ont écrit ces scientifiques ont écrit aux journalistes, on dit attendez, nous c'était un test, mais ce qu'on raconte c'est n'importe quoi. Donc évidemment, les journalistes se sont rétractés. Mais comme vous le savez, quand une information elle est partie, elle est partie. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez derrière, le mal est fait. Et il faut savoir que, c'est empirique ça, qu'une fausse information circule 6 fois plus vite qu'une vraie information. Donc la lutte est grande. Et l'issue, elle est très problématique. Alors, je vais quasiment conclure. J'aurais été dans les temps, ce qui permettra d'échanger. Aujourd'hui, nous maîtrisons assez bien
les facteurs qui conduisent aux croyances infondées. Alors bien sûr, on peut aller toujours plus loin, et la science va continuer de le faire, mais on comprend assez bien les processus propres à chacun de nous qui nous conduisent à croire. Il n'y a rien de pathologique dans la croyance, je l'ai clairement dit au départ, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Je dirais même que le scepticisme est une bizarrerie, d'un point de vue de l'évolution de l'humain. Donc on connaît ces processus, mais on est beaucoup plus démunis pour agir sur eux. Alors je pense notamment, parce que j'ai travaillé avec la Miviludes, donc peut-être que vous connaissez, un organisme du ministère de l'Intérieur qui est très vigilante sur les dérives sectaires. Je travaille avec des associations qui œuvrent contre la dérive sectaire. Donc je suis confronté parfois à ces personnes, ou des familles, des proches qui ont des conjoints, des frères, des sœurs, des parents qui sont partis dans un délire dangereux du point de vue de la dérive sectaire ou complotiste. Et quand il s'agit de leur donner des conseils pour permettre à ces personnes-là d'apostasier, renoncer à leurs croyances, eh bien on est assez démunis, c'est extrêmement difficile, et peut-être vous en avez vous-même l'expérience, vous avez côtoyé des gens qui ont développé des croyances totalement hallucinantes, des gens très intelligents, mais à un moment donné on sent qu'il n'y a plus d'accroche et on ne sait pas comment faire. Donc la science a beaucoup avancé sur les processus qui conduisent aux croyances, on est beaucoup moins riche sur comment faire pour essayer de contenir ces croyances quand elles sont dangereuses, parce qu'il ne s'agit pas de dire à quelqu'un qui croit en Dieu, il ne faut plus croire en Dieu. Alors moi, c'est absolument jamais mon discours. Mais quand la croyance devient si puissante qu'elle interfère dans la vie des gens et de manière problématique, là, il faut pouvoir intervenir, et c'est difficile. C'est difficile parce que vous avez peut-être compris que la croyance, c'est quand même un moyen absolument génial d'équilibrer son psychisme. C'est-à-dire d'atteindre un état psychique satisfaisant. Donc, quand vous avez quelqu'un qui a développé une croyance qui lui permet en fait de vivre, c'est ce que j'appelle une béquille psychologique, si vous voulez attaquer cette croyance, et si vous y parvenez, c'est très dangereux, parce que la personne peut s'effondrer. Et oui, imaginez quelqu'un qui a développé pendant des années une vie autour d'une croyance, et un jour elle prend conscience que sa croyance c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente narcissiquement, ce que ça représente en perte de lien social, parce qu'en général on a des liens sociaux avec les gens qui partagent les mêmes croyances que nous. C'est extrêmement difficile. Donc il faut pouvoir avoir un substitut. S'il n'y a pas de substitut derrière une croyance qu'on a fait disparaître, on met la personne en grand danger. Et surtout, si on se confronte frontalement à un croyant, surtout si on le fait de manière un peu prétentieuse, un peu arrogante, en fait, vous ne pouvez que renforcer la croyance, parce que vous avez fragilisé l'état psychique, et comme vous l'avez fragilisé, la personne va avoir besoin de renforcer sa croyance pour de nouveau atteindre un état acceptable psychiquement parlant. Donc c'est extrêmement difficile. Et puis ma dernière information, sujet d'inquiétude pour moi, c'est qu'il se pourrait que les caractéristiques de notre société, telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui est d'un point de vue économique néolibéral, on va dire que c'est le capitalisme qui domine l'économie mondiale, c'est incontestable, donc un système économique qui est quand même assez difficile en termes d'inégalité, de précarité, d'anxiété. Tous les ingrédients que je rappelle qui sont à l'origine des croyances. Par ailleurs, dans ces sociétés démocratiques, je parle en tout cas de ce qui se passe en Europe, moi je considère que je vis en démocratie, vous avez un accès totalement libre à l'information sur Internet. Tout peut être dit sur Internet, je peux dire ce que je veux sur Internet. Donc vous avez accès à tout type d'informations, donc une pluralité d'informations associées avec un contexte extrêmement anxiogène de notre société, rendu encore plus anxiogène par la crise environnementale, qui affecte notamment beaucoup les jeunes en termes d'éco-anxiété. Vous avez là toutes les conditions réunies pour accroître le niveau de croyance. Et c'est peut-être la raison qui fait que ces dernières années, les enquêtes d'opinion ont montré que le niveau de croyance avait de nouveau tendance à augmenter, alors qu'il avait régressé depuis les années 50-60.
Il se peut qu'on soit rentré dans un cycle qui pose problème, qui peut conduire à de la violence, qui peut conduire à de la radicalisation. Et de ce point de vue-là, je n'exclus pas, et c'est même pas faire de la prédiction, parce qu'on l'observe en ce moment, que nos démocraties pourraient bien accoucher de totalitarisme, parce que de manière générale, les totalitarismes font toujours très bon ménage avec les croyances infondées. Voilà, je vous remercie. Merci. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.